Alors aujourd'hui, on va parler des systèmes de coordonnées, ou plutôt des systèmes de coordonnées astronomiques qu'on peut utiliser la plupart du temps, qu'on va retrouver la plupart du temps, soit dans les instruments, soit dans les données qu'on peut recevoir. Par exemple, où est une comète, la comète est à telle coordonnée. On va se cantonner qu'à ça. Après, il existe d'autres systèmes de coordonnées qui sont plus complexes, mais qui ne sont pas toujours très applicables à l'astronomie. Alors, la première, c'est le système de coordonnées horizontales. Alors là, attention, je vais tout de suite une petite chose, il y a plusieurs noms. Vous allez trouver le système donc, de coordonnées horizontales, appelé également système local, coordonnées horaires ou système de coordonnées alta-azimutales. Voilà. Vous voyez, déjà, ça a plusieurs noms pour exactement la même chose. C'est un système coordonné céleste utilisé en astronomie par un observateur au sol. Le système sépare le ciel en deux hémisphères, comme on le voit là. L'un situé au-dessus de l'observateur et l'autre situé en dessous, caché par le sol. Le grand cercle séparant les deux hémisphères situe le plan horizontal, à partir duquel sont établis une altitude et un azimut, qui constituent les deux principales coordonnées de ce système. Là, vous le voyez, il y a le zénith au-dessus de l'observateur et le nadir exactement à l'opposé en dessous. Puis l'horizon représente en fait la base du système. La hauteur, ici indiquée H, est l'angle vertical entre le plan horizontal, donc le sol, l'horizon, et l'objet visé. Il varie de 0 degré à 90 degrés. 0 degré au sol, 90 au zénith. Il est cependant possible d'obtenir des valeurs négatives lors d'une observation à partir d'un lieu très élevé où on arrive à voir en dessous de l'horizon normal. Là, ça devient en négatif. L'azimut, donc là, est défini par la lettre A, est déterminé par l'angle entre le nord ou le sud. Alors là-dessus, il y a aussi des choses à voir dans tout là où j'ai regardé. Certains disent le nord ou le sud, certains disent c'est le sud. Tout le monde n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord. Pour moi, le sud me semble plus approprié, mais bon. Nord ou le sud. Et la projection de la direction de l'objet observée sur le plan horizontal, comme on le voit ici. Hop là, pardon. Hein, la projection, le déplacement ici sur le plan horizontal. Les azimuts sont généralement numérotés de 0 degré à 360 degrés dans le sens horaire à partir du point cardinal choisi. Alors si on choisit le nord, eh bien on partira dans le sens horaire vers le sud. Si on choisit le sud, on partira dans le sens horaire vers le nord. Bon. Là-dessus aussi, il y a une chose à dire. J'ai aussi trouvé sur un ouvrage qui parle des coordonnées et surtout de l'alignement des télescopes sur les étoiles, un avis différent, mais c'est le seul endroit où j'ai trouvé. Bon, je le cite, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais dans le bouquin, il indique que le système de 0 à 360 degrés est surtout utilisé par la marine, par les marins, et pour les astronomes, alors je l'ai trouvé que là, hein, je suis prudent, et pour les astronomes, il dit que si on prend comme le point sud comme point de repère, eh bien on va dans le sens horaire de 0 degré à plus 180 et de moins 180 à 0.
Bon, ben là-dessus, je reste dubitatif, c'est le seul endroit où j'ai trouvé ça. Je le cite, mais bon, je n'ai trouvé que cette référence-là. La plupart du temps, on trouve de 0 à 360. Le système de coordonnées horizontales est utilisé pour effectuer des mesures de navigation, notamment de navigation astronomique. Le mouvement des montures azimutales s'effectue également selon ce système de coordonnées. Alors voilà une autre version avec les deux hémisphères. Donc là, on a le H qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Là, il est indiqué le sens de S à M, l'azimut, et la hauteur vers le M. On a rajouté le Z, qui est la différence entre le H et le point médiaire à 90 degrés. Alors, là aussi, une petite précision quant aux termes qu'on utilise. Les coordonnées peuvent être comprises, donc, comme je dis, soit horaires, soit horizontales, soit altazimutales, d'accord, à ne pas confondre avec les montures de l'instrument qui sont azimutales. La monture est azimutale, mais les coordonnées sont altazimutales. Il ne faut pas confondre les deux. Voilà le principe. Donc vous avez pour la monture un axe vertical, un axe horizontal. Les deux ne pouvant se déplacer que dans ce sens-là. Ça donne ce genre de monture-là, bien connu des astronomes amateurs qui ont un peu d'âge et qui se rappellent de constructions assez anciennes qui s'appelait construction de M. Texereau. Ça, c'était la reproduction de sa monture qu'il avait mise dans son ouvrage. Maintenant, on a plutôt affaire à ce genre de choses. Alors là aussi, ils ont pris des noms. Hein, si vous voulez, là, c'est une monture azimutale. Alors je le précise, hein, parce qu'il y a tellement de termes divers. Ça va être nommé monture Dobson. C'est une azimutale. Alors, il faut bien mettre les choses en place. Hein. On peut avoir des formes différentes d'instruments, mais elles sont toutes basées sur le même principe. Elles sont toutes azimutales. Si ça se déplace de gauche à droite et de haut en bas, c'est azimutal. On peut leur donner des noms différents, mais c'est toujours azimutal. Quel que soit le temps de fabrication, s'ils tombent sur la même façon, c'est azimutal. Alors voilà ce que ça peut donner. Hein, donc vous voyez le sens hein, de l'instrument et de la monture qui est en dessous. Et j'ai mis ça en supplément. Bon, ça vient, c'est un petit gif hein, qui vient de l'association de Rennes. Donc vous voyez, ça c'est intéressant parce que ça montre que pour suivre un astre, eh bien, il va falloir utiliser les deux mouvements en même temps. Le mouvement de gauche à droite et le mouvement de bas en haut. Donc si on veut suivre, il faut que les deux mouvements se coordonnent. Puis après le passage au méridien de l'autre. Puis après le passage au méridien, on va dans l'autre sens. Ils n'ont pas mis la suite, mais voilà. ça va, je dirais, presque de soi. Alors, après, ça pourrait être utilisé, mais on sait également, pour ça je vais parler de ça, que, eh bien, pourquoi pas, on pourrait utiliser effectivement une monture azimutale, qui pourrait nous empêcher. Bon. Le problème, c'est que pour suivre un astre, eh bien, on suit une courbe, et cette courbe, pour pouvoir la suivre avec ces deux mouvements, il faut qu'on fasse des sortes de petits escaliers les uns après les autres, des marches les uns après les autres. Donc on déplace à droite, on monte, on déplace à droite, on monte, on déplace à droite, on monte. C'est pas très pratique. En plus, il y a un petit supplément, c'est que pour obtenir une image, pour obtenir une image, si on filme, si ça dure assez longtemps, on a ce qu'on appelle la rotation de l'objet. On voit l'objet se mettre en rotation dans le champ de l'instrument. Donc pour résoudre ce problème, alors je vous ai mis ça parce que bon, on va revenir là-dessus puisque ces coordonnées après peuvent changer.
comme je vous avais déjà expliqué, dans le système solaire, toutes les planètes ne sont pas exactement dans l'écliptique. Elles ne sont pas pile poil dans l'écliptique. Un peu au-dessus, un peu en dessous, des moments en dessous, des moments au-dessus. Et ça entraîne des petites choses. Je précise ça avant de faire les coordonnées, parce que comme on viendra après sur les instruments, je précise. Donc là, il y a l'instabilité, il faut prendre en compte l'instabilité de l'axe de rotation de la Terre. Ça engendre, avec le temps, de légers changements, des points de référence. Le problème, c'est que le système de coordonnées équatorial, celui qu'on va voir par la suite, prend ça en compte. Et là, vous voyez le Soleil, le plan de l'écliptique. Alors, il est exagéré, bien sûr, le plan de la Terre est largement exagéré pour l'image. Mais vous avez ici un point de référence. C'est l'orbite de la Terre est là, le plan, l'orbite de la Terre est là. Ici, vous avez une ligne qui traverse le plan de l'écliptique à deux endroits, qu'on appelle le nœud descendant, le nœud ascendant. Et nous, on prend un en référence, n'est-ce pas? Et c'est celui-là qui va compter, et celui-là bouge. Et donc, tous les 50 ans, pour pouvoir arriver à avoir des cartes, et donc des systèmes de coordonnées à jour, eh bien, il faut prendre en compte le décalage, le mouvement de ce point sur l'écliptique. Alors, ça donne, ça un peu, je rappelle ça, ça donne ce qu'on appelle la précession des équinoxes, hein, qui est symbolisée par cette image. Et vous apercevez que la Terre, l'axe de rotation de la Terre, il se déplace autour de sa perpendiculaire par rapport à son plan. Et la précession des équinoxes entraîne donc une rotation de l'axe vers l'ouest sur une période d'environ 26 000 ans. Donc il fait 26 000 ans pour faire le tour pour venir au point de départ. Quant à un autre phénomène qui est plus réduit, qui a peut-être un peu moins son importance sur le fait qu'on pointe un instrument à partir de coordonnées qui ne sont pas tout à fait exactes, il y a, mais si je l'ai mis quand même, le petite variation, oscillation que vous aurez appelée avec qui est marqué N, et qui s'appelle la nutation. Donc, l'axe de la Terre ne reste pas toujours au même point, il se déplace à cause du déplacement du point vernal, ce qu'on appelle le point vernal, qui est démarqué gamma. Eh bien, on a ce mouvement presque de toupie, même si j'aime pas le terme toupie, parce que ça voudrait dire qu'il n'y ait qu'un seul endroit qui bouge et que l'autre ne bouge pas. Enfin, c'est deux toupies posées sur une plaque de verre qui tournent en même temps, c'est extraordinaire. Mais on va avoir ce mouvement qui va s'opérer, et en même temps, on a des oscillations dans ce mouvement. Voilà. Donc, ce qui fait que tous les 50 ans, on refait absolument toutes les cartes. On remet à jour tout l'ensemble des données et on reprend une carte. Alors, bon, il faut bien reconnaître que vous avez une carte qui date des années 1950, vous pouvez quand même l'utiliser. Hein, faut pas non plus... Alors après, les étoiles ne sont pas exactement au point, mais un certain nombre d'entre elles bougent, le mouvement ne sera pas très important. On peut dire qu'elles peuvent encore servir. Après, si vous avez des pointages et que vous grossissez beaucoup et que vous avez des pointages plus précis, il faut bien avoir quelque chose qui soit à jour quand même, parce que là, avec un grossissement fort, votre étoile peut être plus dans le champ. Voilà. Alors, on va voir là l'autre système de coordonnées. Et là, on est tous d'accord, il n'y a pas plusieurs nombres.
hein, c'est le système de coordonnées équatoriales. Alors, c'est un système de coordonnées célestes, bien sûr, dont les valeurs sont indépendantes de la position de l'observateur. Alors, une petite précision tout à l'heure sur les coordonnées azimutales. Il est quand même bon pour les pratiquer de savoir où est le sud. Voilà. Parce que si on utilise les coordonnées, il vaut mieux quand même savoir où est la méridienne pour bien pointer au sud. Si... Ah, c'était juste une petite précision. Donc, elles sont indépendantes de la position de l'observateur. Ce système utilise comme plan de référence la projection de la sphère sur la sphère céleste de l'équateur de la Terre. Cette projection est l'équateur céleste. Il divise le ciel en deux hémisphères, chacun ayant comme axe de référence la projection d'un pôle terrestre perpendiculaire à l'équateur céleste. À partir de ces divisions, le système permet d'établir deux coordonnées angulaires, l'ascension droite et la déclinaison. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on avait pris les coordonnées azimutales et qu'on les avait inclinées pour correspondre à ce mouvement, au mouvement qu'on constate, la façon dont les étoiles se déplacent. Enfin, en apparence, les étoiles se déplacent dans le ciel. Je rappelle, ce n'est pas les étoiles qui se déplacent, hein, c'est nous qui tournons. Voilà, une autre représentation, puisque là, on a les noms. L'ascension droite. Alors, pourquoi elle est appelée ascension droite? Moi, je me permets, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je me permets de le rappeler. Eh bien, tout simplement parce que quand on fait face au sud, les étoiles viennent de l'est et se déplacent vers l'ouest. Elles vont de droite, de gauche à droite. Ascension, droite. L'ascension, montée dans le ciel, vers la droite. Voilà. Ascension, droite. Dans l'hémisphère sud, ça a quelques petits problèmes. Et après, il y a la déclinaison. Déclinaison qu'on retrouve sur le système déjà azimutal. Puisqu'on va de 0 à 90. Au lieu d'avoir là la déclinaison 0 à l'horizon, on a le 0 sur l'équateur céleste. Donc l'ascension droite est l'angle mesuré sur l'équateur céleste à partir d'un point de référence, appelé ce coup-là point vernal, ou équinoxe de printemps. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le point qui était marqué gamma. C'est le point vernal. Donc on ne prend plus le sud, on prend cette position-là comme point de référence. Donc ça correspond à l'intersection entre l'équateur céleste et l'écliptique. À partir de ce point, l'angle est mesuré vers l'est et comporte 24 divisions horaires. Chacune des heures se divise en minutes et en secondes horaires. La déclinaison, elle, est l'angle mesuré perpendiculairement entre l'équateur céleste et l'objet céleste observé. Elle se mesure en degrés, positive pour les objets situés dans l'hémisphère nord et négative pour ceux de l'hémisphère sud. La déclinaison varie ainsi de moins 90 pôle sud à plus 90 pôle nord, en passant par 0 à l'équateur céleste. L'ascension droite et la déclinaison sont les équivalents en astronomie équatoriale de la longitude et de la latitude terrestre. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement pris les coordonnées terrestres et on a projeté l'ensemble sur le ciel. Alors, dans les messages d'alerte émis par les professionnels, l'ascension droite est parfois exprimée en degrés. Il s'agit bien d'une coordonnée équatoriale ascension droite, avec une heure d'ascension droite équivaut à 15 degrés, ce qu'on retrouve aussi dans la latitude. Voilà d'autres représentations. Je vous ai mis plusieurs représentations. Là, elles sont un peu... elles montrent un peu le point vernal, surtout. Mais c'est pas ce qui est meilleur.
Voilà une autre représentation à nouveau. Donc là, là c'est assez simplifié. On a le point vernal qui est indiqué. Oui, passé, bon, voilà. Il est indiqué là. Hein, vous avez l'ascension droite, puis la déclinaison. La position de l'écliptique, la position de l'équateur céleste, et la voûte céleste, bien sûr, et les étoiles qu'on veut trouver. Alors, évidemment, voilà, d'autres représentations, je crois que j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Voilà. Voilà ce que ça donnerait si on regardait notre ciel et qu'on arrivait à projeter les coordonnées, on aurait ça. On aurait les étoiles telles qu'on les voit, et puis on verrait se dessiner les lignes des coordonnées équatoriales sur le ciel, ça donnerait cette apparence. Cette apparence qu'on retrouve d'ailleurs dans les logiciels qu'on peut utiliser, tels que carte du ciel ou Sky, tout ce que vous voulez, les cartes qu'on peut trouver, Sky Safari ou autre. Alors, pourquoi utiliser ça? Parce que tout objet qui pourrait advenir et qui ne serait pas sur les cartes, eh bien, on va retrouver son numéro, sa position, et sa position sera dite équatoriale avec les coordonnées qui vont avec. Et si une comète apparaît et qu'on vous la situe, eh bien, ce sera toujours la comète machin, ascension droite temps, déclinaison temps. Évidemment, si vous ne savez pas à quoi ça fait référence, c'est un peu dommage. Alors, bien sûr, on a sur les instruments, on a ces références qui sont indiquées. Pour les instruments qui sont construits soit par soi-même, ça arrive, on utilise peu ce genre de choses, mais autrefois il y avait de grands cercles gradués qui étaient en ascension droite et en déclinaison, ou sur les montures plus modernes, on va avoir le cercle qui est indiqué en ascension droite et déclinaison sur la monture. Alors, c'est toujours le cas, malgré qu'on utilise des systèmes automatisés qui permettent, comme le Goto ou Raspberry Pi ou d'autres systèmes, Stellarbat et autres. On peut l'utiliser pour retrouver un objet. Pour moi, il y a 3 méthodes d'utilisation qu'on peut utiliser pour retrouver un objet. Ou on connaît parfaitement son ciel, on va utiliser les coordonnées positionnées sur une carte, l'emplacement de l'objet qu'on recherche, la comète par exemple, et on va savoir où aller, parce qu'on connaît déjà les étoiles, et donc on pointe une étoile, puis on va faire le parcours pour trouver l'objet. Première possibilité, ce qui implique une bonne connaissance de son ciel et une observation continue. On peut également l'utiliser d'une autre manière. On pourrait très bien, par exemple, dire, voyez, vous avez une étoile dont vous connaissez la position. Bon. L'objet M51, par exemple, est à côté. Vous allez pointer l'étoile la plus proche. Voilà, là. Vous affichez les coordonnées sur la monture et vous calculez la différence en ascension droite et en déclinaison pour trouver l'objet. Vous savez que l'objet il est à tel endroit, vous faites la différence et vous rajoutez la différence par rapport aux coordonnées que vous avez déjà indiquées, celle de l'étoile. Et là, vous allez vous retrouver vers l'objet. Ça, c'est ce qu'on appelle utiliser les coordonnées équatoriales pour retrouver les objets faibles qu'on cherche. Et évidemment, troisième solution, vous appuyez sur un bouton, vous avez mis M51, vous appuyez sur un bouton et la monture va tout seul chercher M51. Bon. Le principe étant le même, au final. Que ce soit vous ou que ce soit un ordinateur qui le fasse, c'est pareil. Alors, le principe de la monture équatoriale, le voilà. Donc vous avez la Terre
la direction du pôle, eh bien, il va falloir que l'axe qui, à la base en azimutal, était la base qui permettait de faire la rotation de gauche à droite, et elle se trouve inclinée. Hein, parce que qu'est-ce que vous avez là? Eh bien, vous avez la base azimutale, la fourche qui était tout à l'heure à plat, et puis vous avez pris cet axe et vous l'avez incliné de la même valeur que l'axe de la Terre. Et donc, ça devient une monture équatoriale. Voilà un petit peu ce que ça donne. Il faut à tout prix que le tube de l'instrument soit parallèle, le plus parfaitement parallèle possible, par rapport à l'axe de la monture. Pour utiliser les coordonnées, ça va être obligatoire. Voilà ce que ça donne autrement. Vous voyez là, c'est indiqué, hein, axe horaire, ascension droite, direction du pôle et axe de déclinaison. Ça, les montures équatoriales. Là, c'est la version monture équatoriale allemande. Hein. Il existe d'autres versions. Elles ne sont pas toutes dans ce style-là. Alors, j'ai mis une diapo suivante pour montrer qu'on peut aussi utiliser une monture quand on a un télescope azimutal et qu'on veut l'utiliser en équatorial. Eh bien, il existe cette version-là. C'est une version qui a été mise au point par qui? Poncet. Voilà. Donc, M. Poncet a imaginé ça et s'est dit, bon, voilà, j'ai la base, hein, qui est en rouge là. Virtuellement, eh bien, je devrais avoir mon support de fourche. La fourche elle devrait être montée ici, hein, de chaque côté. Et ça doit se diriger vers la pôle. Mais si ici, je prends une ligne et que je coupe mon disque, et qu'à partir de cette ligne, je viens ici mettre un plateau, eh bien, je deviens une monture Poncet, sur lequel le plateau sert à recevoir la monture azimutale, qui devient équatoriale. Et la rotation sera assurée ici par un galet d'un côté et puis un moteur qui fait tourner un galet de l'autre côté, qui entraîne. Le défaut de ces montures, je crois que le maximum qu'on puisse atteindre à l'heure actuelle, c'est 1 ou 2 heures. 2 heures, c'est vraiment... Ouais. Il ne faut pas que ce soit trop lourd, et puis il faut qu'il y ait un système qui vient compenser le poids, les différences de poids, parce qu'à un moment donné, vous avez quand même un poids d'un côté ou de l'autre. Hein, plutôt des petits instruments pour 2 heures. Et 1 heure, c'est déjà pas mal. Mais on peut effectivement transformer une monture azimutale en monture équatoriale avec ce système. Après, voilà ce que ça donne. Donc là, vous avez, pour les coordonnées, vous avez le ciel, il y a un exemple de carte du ciel habituel. Et puis là-dessus, vous avez le dessin des constellations. Et puis là, on va rajouter 2 choses. Un, en ligne vert, enfin bleu-vert, vous avez les coordonnées équatoriales. Hein, donc vous voyez, ça couvre totalement la surface du ciel. Et c'est là qu'on remarque aussi que du même coup, Polaris n'est pas exactement au centre des 2 lignes, donc il y a une petite différence entre le pôle réel et Polaris. Alors la même chose, une carte qui vous montre là les constellations et surtout leurs contours. Donc, vous voyez, on a Arcturus, le Lion, c'est l'époque, la Grande Ourse. Et si on vient calquer dessus les coordonnées équatoriales, ça vous donne ça. Alors, c'est pas très clair. J'étais un peu... je trouve que le bleu, j'ai jamais réussi à redonner une couleur correcte. Donc, ça, c'est un peu mieux. Voilà. Donc là, en clair, c'est la surface de la constellation. Et on voit nettement les lignes noires qui convergent vers le pôle.
Et ça, ce sont les coordonnées. Alors je trouve que c'est intéressant parce que celle-là, elle montre bien les heures en haut et les coordonnées en degrés à côté. Donc tout objet eh bien, qu'on pourrait chercher, M97 par exemple, eh bien, on peut dire qu'M97, allez, une petite estimation comme ça, il est presque à la moitié, donc il est entre plus 50 et plus 60 degrés, je dirais qu'il est aux alentours de plus 54 degrés, et il est à, ici on a 11 heures, et bien 11h30 est là, allez, 11h20, 11h40, bon il est aux alentours de 11h40. 11h40 et 50... 40, non, 50, 97, donc 54 degrés, quoi. Voilà, plus 54 degrés. Alors après, je ne peux pas vous certifier, je n'ai pas les coordonnées avec moi. Mais voilà, ça c'est un exemple. Donc, tout objet qui se trouverait positionné, qu'on chercherait, on pourrait le trouver par ce système-là. Et si on connaît ses coordonnées à la base. Des questions? Ça y est court hein, aujourd'hui, hein, parce que les systèmes de coordonnées, c'est dans une vidéo comme ça, ou une présentation comme ça, c'est assez court, puisqu'on ne peut pas présenter beaucoup plus. Mais c'est quelque chose qui doit se pratiquer. C'est-à-dire prendre une coordonnée d'un objet, ne pas regarder où il est, hein, se dire bah, l'objet c'est celui-là, c'est la coordonnée ça, j'ai la carte, je vais chercher sur ma carte quelle est la bonne carte pour trouver les bonnes coordonnées, puis je vais chercher avec les coordonnées l'objet. Voilà. C'est comme ça que moi j'ai pratiqué pendant longtemps en disant que on avait par exemple les coordonnées à l'époque des éphémérides, on avait, bon après c'est un peu vache parce que Jupiter, ça se voit quand même, enfin bon, Jupiter était dans telle constellation, les coordonnées étaient de temps. Donc moi je m'amusais à prendre ma carte et puis hop, hop, paf, ah, elle est là. Donc elle est à côté de l'étoile, hein, c'est bien elle que je vois. Quoi. Parce qu'à l'époque, bon, j'étais un peu jeune, je connaissais pas. J'avais parfois du mal à me retrouver là-dedans, donc j'utilisais ça et ça permettait de savoir où était l'objet. J'ai utilisé ça aussi assez souvent pour les comètes. Parce que les comètes, il y a les grandes comètes, et la grande majorité des comètes, c'est souvent des petites qu'on ne voit pas l'œil nu, et donc dont on ne connaît que les coordonnées. Alors il faut les positionner pour voir dans le champ si je peux la voir, si elle est à côté de cette étoile, si je ne vais pas la confondre avec un objet faible, un peu comme le faisait Messier, hein, c'était sa pratique, puisque lui, il avait créé son catalogue parce qu'il confondait avec autre chose. Donc là, j'ai utilisé le même principe pour trouver les comètes que j'observais, pour pas me tromper. Donc, mais ça doit être fait en pratique. Il faudrait que vous soyez tous avec vos cartes, avec la même carte, puis je vous donne les coordonnées, puis vous pointez les coordonnées. Voilà. C'est le côté, il faut avoir un côté pratique. Là la présentation elle ne peut être que assez courte en fait. Est-ce que vous avez compris le principe? D'accord? Le 0 pour la D, la section droite. Le point vernal. Le point vernal? C'est le point vernal. C'est ça où on a tendance à oublier. C'est le moment où ça coupe l'écliptique. Et c'est le point vernal qui sert de référence. C'est pas le sud. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'après, sur une constellation, parce qu'après, ça va tourner avec le hic, entre guillemets, ça va tourner avec la rotation de la Terre, autour du Soleil. Donc, si au point vernal, le 0 est à, j'ai peut-être une bêtise, je ne sais pas, on va dire au sud, peut-être qu'à l'été ou à l'hiver, il va être à 90 degrés après. Oui. Donc, est-ce qu'il y a moyen après d'utiliser, on va dire, sans avoir tout un appareil style, on va dire, de monture, est-ce qu'on peut dire le 0 de la déclinaison passe sur telle étoile ou sur telle constellation, pour après derrière se dire voilà, j'ai les coordonnées, je prends une encyclopédie quelconque, j'ai pas les constellations, il me dit qu'un 97 a telle coordonnée. Bon ben voilà, là l'été,
le point vernal, il est loin. Quoi. Donc, il est au moins 0, parce qu'après, une fois qu'on a son 0. C'est pour ça que les cartes, c'est utile. Si tu la positionnes sur les cartes, tu te repères par rapport aux étoiles. Tu la positionnes. Je veux dire, si on a une grande place, mais je veux dire, si on peut reprendre, ben là, quand par exemple, une constellation, dans 97, on a vu, c'était 11h15 pour 54 degrés. Donc après, ben, si j'arrive à trouver le midi ou le 0, après ben, je me décale légèrement, ça peut me donner une approximation de la région. C'est pour ça que si tu veux que on utilise, pour éviter ce genre de soucis, on utilise le système que je disais tout à l'heure de recherche à partir d'étoiles connues. Quand tu pointes une étoile connue, tu vas rentrer, ça t'évite le problème horaire. Si tu n'as pas ce problème horaire, puisque au moment où tu regardes, tu vas prendre l'étoile, tu alignes les coordonnées et après tu bascules, tu fais la différence pour aller chercher l'objet. Ça, ce sera indépendant du système horaire, totalement indépendant. Parce que le problème, c'est que quand tu veux pointer en une nuit tes objets avec un SDM, tu es obligé de faire cette différence par rapport aux heures, au temps qui passe. Oui. Alors que là, non, puisque tu pointes à une référence extérieure, si j'ose dire, l'étoile, tu mets tes coordonnées, tu les alignes sur ta monture, donc tu vas basculer sur tes coordonnées de l'étoile, tu mets tes cercles qui bougent, donc tu les bouges et tu mets les coordonnées de l'étoile que tu connais, et après tu fais la différence et tu bascules vers l'objet. Ça c'est bien. Ça sera indépendant de tout système. C'est viable avec une monture. Je prends une paire de jumelles. C'est la connaissance du ciel qui est plus efficace. Voilà, je veux dire, mais bon, c'est typiquement, après, j'arrive à savoir sur des catalogues qui me disent que je prendrai un M31, parce qu'un M31 c'est facile à la jumelle, c'est facile, je relativise avec mes yeux, mais M31, il va me dire, je sais que dans quelle constellation, j'ai mon chemin pour la retrouver. Mais si je veux prendre un truc qui est visible aux jumelles, dont je ne connais pas la constellation, avec des coordonnées, si je sais où est mon midi, mon 0 dans le ciel, quelle que soit la saison, oui. C'est ce que je veux dire. Ça va me permettre après, grossièrement, de me repositionner par rapport à... Alors pour te faciliter la tâche, il existe les cartes célestes tournantes avec indicateur de coordonnées cherche étoile. Cherche étoile. Parce que tu positionnes l'heure, problème résolu de l'heure, et puis après tu as la languette qui te positionne la déclinaison. Et donc tu cherches la déclinaison et là tu vois où est situé l'objet. Voilà. Donc si tu veux, il y a des moyens qui sont utilisables pour ne pas se soucier de tout ce système. Et le 0 est passé par quelle constellation? Le point vernal, tu veux dire? Ouais. Le point vernal, c'est dans la Vierge. La Vierge. Là, et après, il se décale tout le temps. Voilà. Tout le problème, c'est que ce point vernal, il se décale en permanence. Oui, mais sur le 0, c'est pas toujours dans la Vierge. Mais il suivra toujours le point vernal. C'est ça. Si le point vernal se décale de la Vierge, ce sera le point vernal qui compte, c'est pas la Vierge. C'est le point vernal. La rotation de la Terre, il est mobile, un peu comme on a décrit Bernard, un peu comme un système de toupie. Oui, mais alors ça découle d'une chose, c'est que la ligne des deux, en gamma prime en bouge. Donc les conventions de cartographie céleste, de coordonnées célestes, sont établies pour une cinquantaine d'années. Donc on fixe les coordonnées une fois pour toutes sur le ciel pour 50 ans. Pour 50 ans. Et arrivé à 50 ans, on refait une mesure, on vérifie comment ça se passe, les écarts sont importants, on remet les pendules à l'heure et on repart sur un système de coordonnées corrigé. Voilà. C'est pour ça qu'ici, en 50 ans, ça fait combien de degrés Alors ça c'est variable, parce que le problème, si tu veux, c'est que tu as le déplacement ici de ce point vernal, donc entre ici l'écliptique et l'équateur céleste qui sont là, le point vernal il glisse, il se déplace comme ça. Donc petit à petit, il se décale. Alors on va tenir compte de ça. Donc on connaît le déplacement du point vernal, puisqu'on a dit tout à l'heure que tout se déplaçait en 26 000 ans. Donc on connaît le déplacement. On connaît, ça c'est pas un souci. Mais on tient compte d'autre chose. On ne tient pas compte que de ça. On tient compte du déplacement du Soleil, parce que le Soleil, il faut rappeler, il se balade dans la galaxie. On tient compte de ça. Et on tient compte également du déplacement propre des étoiles.
Ça, il faut en tenir compte parce que les étoiles ne se déplacent pas toutes à la même vitesse. Donc on doit, tous les 50 ans, non seulement remettre à jour à cause du point vernal, mais on remet aussi à jour à cause des déplacements différentiels, de vitesse différentielle des étoiles. Donc on tient compte de tout ça. Et du déplacement du Soleil dans le... Je crois que les systèmes élaborés d'électronique de pilotage des montures intègrent un système qui permet de corriger en permanence les variations de coordonnées. Il y a des mises à jour, hein. Faut pas oublier. Le système des GoTo, il faut leur faire des mises à jour. Mais je parle sur les systèmes les plus élaborés, je parle pas sur les oui, sur les systèmes plus élaborés qui, eux, prennent en permanence le... En permanence, c'est une mise à jour. Tu rallumes le lendemain, ça y est, il a déjà corrigé. Mais donc, ça, c'est important, il ne faut pas oublier ça. Alors, c'est vrai que si tu regardes la LU au perdu jumelle avec un petit instrument, ça va pas être flagrant, quoi. Hein. Tu te dis le jour au lendemain, tu as dépassé les 50 ans, l'étoile ne va pas. Mais dès que tu grossis beaucoup, là, la position peut devenir important. Donc il faut tenir compte des mises à jour qui sont faites. Alors après, c'est à chaque fois en 50. Et dans les 2000, 2050, 3000, 3500. Dans les systèmes GoTo, maintenant pas que le système GoTo, en dehors de l'alignement et ainsi de suite, ils vous demandent toujours une, deux ou trois étoiles qui soient parfaitement centrées. Et avec ça, ils recalculent instantanément l'écart par rapport au point vernal calculé. Ouais, et puis pour aussi affiner la mise en station. Affiner la mise en station, c'est 0,2. Oui, mais souvent maintenant, tu le fais en deux, c'est-à-dire que tu as la visée polaire, tu veux faire ton ça, et après ils te demandent de faire le reste pour affiner, pour essayer de faire en sorte que ce ne soit pas trop, qu'il n'y ait pas trop de différence. Alors ça saute quand on fait avec des systèmes qui sont basés avec caméra, où là, la caméra va prendre, elle va regarder les différences de position des étoiles et elle va te demander de corriger pour que... Et là, tu n'as plus besoin d'aller chercher 3 étoiles, qui sera parfaitement indiqué. En 3 clics. En 3 clics. Oui, c'est vrai que parfois c'est assez... ça va assez vite. Voilà, donc ça, voilà ce qu'on peut dire, ce que je peux dire sur les coordonnées qui sont utilisées lorsqu'on fait de l'astronomie avec des instruments qui ne demandent pas non plus des qualités hors pair. Et puis, de toute façon, maintenant, comme disait Claude, il y a des systèmes qui sont intégrés, donc soit par Raspberry, soit par d'autres formats, soit l'ASIER ou d'autres machins comme les Sterbat, tout ça, tout est intégré dedans. Donc en fait, c'est le logiciel qui prend la main. Nous, il n'y a plus qu'à appuyer et dire je veux ça. Et puis hop, il va le chercher tout seul. Il y a des dispositifs qui permettent de faire la mise en station, c'est-à-dire de régler le parallélisme. En plus. Voilà. Ouais, mais ça, alors, si jamais les mises à jour ne sont pas faites au bout de la 50e année, on risque d'avoir des problèmes d'exactitude. Il va pas. C'est pour ça que les gens qui ont pensé les systèmes récents ont intégré un système qui corrige en temps réel. En fait, c'est simplement les bases de données. Oui, c'est la bibliothèque. La bibliothèque est remise à jour. Est-ce que dans ces nouveaux systèmes, le GPS est utilisé pour la mise en station? Oui, on peut. Ah oui. Ouais, ils utilisent le GPS pour le... pour situer les emplacements géographiques. Ouais, tu as des modules GPS qui sont intégrés dans les bibliothèques qui déterminent exactement. Et c'est suffisamment réel aussi. C'est plus facile que si on fait à la main. Oui, mais il faudrait que de toute façon, tu vas le faire à la main. Mais tu vas tirer d'où ton renseignement de position? Par rapport à ce que je vais voir. Oui, mais tes données GPS. GPS, c'est pour satellite. Oui. Au système C'est ce qu'il fait lui. Le boîtier, il est comme ton téléphone, il capte l'émission satellite et puis hop. Non, moi je parle quand tu le fais à l'œil, oui. que tu vises ton étoile polaire. Oui, par rapport à ça, qu'est-ce qui est le plus précis actuellement? Peut-être le GPS. Je dirais que les systèmes qui sont utilisés donc avec les caméras pour faire la mise en station, c'est quand même ce qui est le plus précis. Parce que tu peux faire aussi précis, mais ça va prendre beaucoup plus de temps.
C'est-à-dire que tu vas avoir ta mise en station, puis après tu vas vérifier tous les décalages des étoiles quand tu vas suivre. Et tu vas corriger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout et que pendant plusieurs heures tu n'aies pas un seul déplacement. Ben, ça prend des jours et des nuits. Et 10 ans plus tard, tu recommences à cause de la précession. Et voilà, pour ça c'est limite. Ouais, donc, leur système de GPS de positionnement pour la désertation est vraiment utile. Ah oui, ouais. Ouais, c'est très utile parce que c'est comme l'application que tu vas trouver sur le téléphone ou sur les tablettes, te donnant la position d'un polaire quand tu fais une mise en station avec une lunette, enfin un chercheur polaire. Ouais. Je l'ai fait sans, je le ferai maintenant, j'aurais du mal. Parce que à l'époque, tu sais, on le voit encore sur la monture, parce que sur la monture en bas, il est toujours prévu des systèmes de secours. Ton appareil, ça tombe en panne, t'as pas ton réseau. Donc tu dois pouvoir faire la mise en station quand même. Mais là, tu es obligé d'y mettre la latitude, la longitude, les décalages, le jour, l'heure de l'observation. Enfin, bon. Et il faut que tu t'amuses avec tous les. Tous les anneaux et bagues que tu as pour mettre la latitude du lieu, le décalage de longitude, non pas la latitude, le décalage de longitude, et puis l'heure à laquelle tu observes. Et il faut que tu fasses ta mise en station le plus rapidement possible, parce que plus le temps passe, plus il faudra refaire. Hein, c'est bon. Donc c'est vrai qu'une application qui te dit tu mets l'étoile là, ça va plus vite. Ah bah c'est quand le plus vite, je dis, le GPS et tout, il dit, vas-y, t'attends. Voilà. Alors, ça a des côtés qui sont un peu tristes, c'est que bon, on se retrouve avec des gens qui appuient simplement sur un bouton pour aller chercher l'objet ou pour prendre des. Alors je comprends pour les photographes, même pour l'observation visuelle, si tu veux faire une grande quantité d'observation, ça a quand même son côté pratique. Alors après, j'ai quand même des doutes, parce qu'un jour on a fait un test, et le gagnant du test, c'est l'observateur. On avait trois personnes qui étaient douées dans chacun des domaines. Il y avait la personne qui faisait de l'observation visuelle et qui connaissait l'essentiel. Il y avait la personne qui faisait toutes ses recherches d'objets faibles par le différentiel de coordonnées, comme j'ai dit tout à l'heure, et le système automatisé. On leur a dit, on va faire un essai, vous pointez un objet, alors un objet qui ne soit pas visible à l'œil nu, bien sûr, hein, que vous connaissez aussi, on ne va pas donner un truc qui est minuscule, on aura du mal à déterminer s'il est bien dedans. Donc, quelque chose qui soit quand même un peu visible, mais qui ne soit pas facile à trouver. On a déclenché, tous en même temps. Le premier à trouver, c'est l'observateur qui connaît son ciel. Le deuxième, c'est le système de coordonnées différentiel. Et le troisième, il patinait encore à chercher le temps que le télescope pointe l'objet. Les autres avaient déjà passé à autre chose. Donc le gagnant, c'est bien celui qui va le plus vite, c'est celui qui connaît son ciel. Alors maintenant, on pourrait dire que les vitesses se sont améliorées au niveau des moteurs, mais c'est un peu triste de faire de l'astronomie si on ne connaît pas au minimum son ciel. Ça, c'est quelque chose qui me chagrine beaucoup, de voir des gens qui, la machin, c'est dans la constellation. On va dire, là, regardez, ce sont. Non, je vais mettre le numéro. Ah oui, mais tu sais comme c'est. Ah non, mais il va trouver. Enfin, c'est à toi de regarder, ça se trouve, et puis après, tu vas chercher ce que tu veux, mais c'est un peu triste de se tourner tout de suite sur son GoTo, puis de mettre le numéro, soit NGC, soit IC, soit M, alors que, un minimum de connaissances quand même dans le domaine, les constellations, avoir parcouru un petit peu le ciel pour savoir se retrouver, c'est quand même un minimum. Enfin, moi, pour ma part, hein, j'estime que c'est un peu un minimum. Je trouve dommage qu'on passe tout de suite à un système automatisé où on a pu appuyer sur un bouton, on ne regarde même pas à la limite où va le télescope et puis on regarde simplement dedans quand c'est fini. C'est un peu triste. Voilà.
Après, je comprends le système automatisé. Quand on fait de la photo, on veut faire des séries d'objets, que ces objets se trouvent dans des régions où il y a peu d'étoiles. Il faut bien connaître son ciel dans les régions où il y a peu d'étoiles, hein, comme la Vierge, d'autres régions, où on a très peu d'étoiles visibles. Se retrouver parmi les autres pour trouver l'objet, là, ça commence à être une belle compétition. Ça commence à être, un peu difficile. Oui, c'est pas toujours évident. Mais pour les photographes, je comprends aussi, parce qu'il faut une rentabilité. Il y a une belle nuit, il faut à tout prix que je pointe l'objet, j'arrive à l'objet, je fais mon machin, je fais mon temps de pause, je passe à une autre. Je comprends, ça, c'est sûr que si on s'amuse à pointer, à vérifier, on perd du temps. Donc pour ça, je le comprends. Mais c'est dommage qu'on ne connaisse pas, qu'on arrive à des astronomes qui ne connaissent pas l'ancien. Ça, c'est un peu triste. Enfin voilà, ça c'est mon avis. D'autres questions? Alors, Paul, question et une remarque. Oui. On a bien vu que les conventions liées au système de coordonnées changent en raison des lois alcaliques. Mais il y a aussi des conventions de terminologie qui changent également avec le temps. Si on prend le système de coordonnées azimutales dont on a parlé au début, altazimutal, alors si on prend un ouvrage ancien, reprenons un ouvrage qui remonte à une cinquantaine d'années, on n'a pas altazimutal. Non. D'où ça vient? Oh, parce que... j'ai mon idée là-dessus. J'aurais du mal, je n'ai pas trouvé vraiment d'explication dans ce machin. Le plus vieux que j'ai trouvé dans les choses les plus machins, c'est la coordonnée horizontale. Parce que finalement c'est l'horizon. Après c'est devenu coordonnée horaire, parce qu'on utilisait l'heure. Puis les coordonnées altazimutales, qui doit être une dernière appellation. Et ça vient de quoi? Il me semble ne pas dire de bêtises en disant que ça vient des anglo-saxons, des États-Unis notamment. Parce que pour eux, altitude, ça veut dire hauteur, c'est la traduction. Hein. Altitude, oui, à hauteur et azimut. Et donc pour rassembler tout le monde, hein, azimut, hauteur, alt, azimut. Mais souvent, dans la plupart du temps, tu lis, quand j'ai cherché un petit peu à connaître les noms, c'est les coordonnées horaires qui viennent le plus souvent. Le altazimutal est situé en deuxième position. L'horizontal, c'est vraiment un peu plus ancien comme définition. Mais c'est les seuls. Alors, je dirais que pour finir, en fait, c'est pourquoi ces noms aussi différents, peut-être parce qu'on les a utilisés pendant très longtemps. Hein, il faut pas oublier que... il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, en Europe, on a utilisé les coordonnées horaires. On sait alors que les Chinois, de l'autre côté, utilisaient déjà des coordonnées équatoriales. Ils ont plusieurs centaines d'années d'avance. En fait, ils ont très vite utilisé des systèmes équatoriaux, des coordonnées équatoriales, plutôt que azimutales. Enfin, altazimutales ou horaires ou horizontales, comme on le veut. Donc peut-être que chez nous, c'est resté comme ça, et c'est pour ça qu'on a plusieurs noms différents. Et, alors que eux, le système équatorial est le seul, je crois que c'est le seul, c'est directement le système équatorial. Je vais vous poser une question bête, parce que c'est toujours bienvenu. Dans le logiciel de la ISS, machin chose, c'est bien ce que je pensais, eux ils utilisent le terme de élévation. Élévation, c'est la notion d'ascension. L'élévation, c'est le système de hauteur. C'est la hauteur, c'est l'ascension de hauteur ou altitude en américain. D'accord. Ouais. L'ascension, c'est la hauteur. Ouais, comme on dit, ascension droite. Oui, donc c'est l'ascension. Okay. La déclinaison, c'est pareil. Ouais. Merci. D'autres questions? Je clôt. D'accord. Est-ce qu'il y a des comètes en cours? Pas que je sache. Alors, il y en a une qui va arriver, mais le problème, c'est qu'elle est très loin. Est-ce qu'elle sera visible à vue? C'est pas certain. Je pense que sa magnitude, elle doit être aux alentours au maximum, elle devrait être à 9. Entre 9 et 10, je crois. Alors, les choses peuvent changer. Hein. C'est une comète qui vient du nuage de Oort. Ouais. Et c'est le plus gros objet qu'on ait jamais vu et qui probablement la plus grosse comète
Elle doit faire plus de 10 km. Donc c'est un monstre. Hein. Mais alors, elle est très très haute. Elle passe par le. Alors je ne sais pas si elle passe par Jupiter, du côté de Jupiter, entre Jupiter et Saturne. Elle remonte, mais très très haut, et elle redescend. Alors évidemment, pour nous, c'est bien plus haute que les 150 millions de kilomètres de l'album, donc là on est c'est un peu difficile. Mais par contre, elle risque d'être active. Alors le problème, c'est qu'elle est déjà active dans sa découverte. Donc on suppose qu'elle est conséquente, si tu veux, mais c'est quelque chose qu'on verra. On n'aura pas le plaisir de voir quelque chose de magnifique à l'œil nu, mais au télescope, ça devrait être utilisable. On devrait pouvoir les voir. Et ce sera quand? C'est le 11. Lundi à 11 avril, tu peux l'avoir de 1h du matin à 7h32. Voilà. Ah oui. Et elle fait un peu mieux qu'elle fait la Terre. Et elle fait une magnétique de. Lundi, elle fait 9,5, après elle monte encore jusqu'à 9, après elle disparaît. Voilà. Et après, c'est. Elle s'appelle C2017 K2. Je sais pas, non, c'est l'engin qui me le dit. Mais oui. Mais. Hein? Elle va poursuivre après, mais elle va décliner, elle risque de décliner après en luminosité. Alors le problème, c'est que on va vers la pleine lune. Parce que s'il y a une chose que ne supportent pas les comètes, c'est bien bien la luminosité de la lune. Hein. C'est un peu un problème. Mais ça, c'est la seule comète qui est vraiment spectaculaire. Il ne faut pas oublier qu'on a un nombre de comètes conséquent. Hein. Les comètes, c'est à peu près une dizaine, une quinzaine par an qui se baladent. Mais il n'y en a pas beaucoup de spectaculaires. Je clôt. Bon, j'espère que cette petite et courte présentation vous aura plu. C'est pas très long, mais bon, j'espère que ça vous donnera envie de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre présentation.